The City of Montreal released their budget for 2023. So, what does it include? Most of the city's income is coming from taxes by 63%. Inflation is affecting the city's revenues from a weakened supply chain, the war in Ukraine, labor shortages, and higher interest rates. But where will the money be going? Stay tuned for the council. Je me présente, je me nomme Pierre Lessard-Blais, je suis le président de la Commission sur les finances et l'administration. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour entamer ces consultations prébudgétaires 2023. Au nom de la Commission, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct grâce à la web diffusion. Je vous rappelle également que cette séance publique virtuelle sera disponible en différé sur le compte YouTube de la Ville de Montréal. Avec la levée progressive des mesures sanitaires, nous tentons l'expérience d'allier les séances publiques en virtuel et en personne, notamment lors des audiences publiques de présentation des mémoires et avis. La Commission sur les finances et l'administration entame la consultation budgétaire de 2023 de la Ville de Montréal qui s'inscrit cette année dans le cadre d'une vaste réflexion sur la fiscalité montréalaise et la diversification de ses sources de revenus. Cet exercice consultatif est l'une des étapes du processus budgétaire annuel qui permet aux Montréalaises et Montréalais de s'exprimer sur les orientations du prochain budget de la Ville qui guideront ensuite ses dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2023. Nous sommes réunis ce soir en séance publique d'information, la première étape du processus de consultation pour vous présenter les propositions de la Ville de Montréal qui se trouvent dans le document de consultation Perspectives budgétaires 2023 sur lequel la population montréalaise est appelée à se prononcer. Rappelons que le document est disponible depuis le lancement de la consultation publique le 4 mai dernier sur la page web dédiée et qui vous sera présenté ce soir par le service des finances de la Ville de Montréal. Après cette présentation, excusez-moi, j'ai eu beaucoup de choses qui popent en même temps, désolé. Après cette présentation, une période est consacrée à la lecture des questions et commentaires du public. Donc, vous aurez jusqu'à la fin de la pause de 10 minutes pour nous transmettre vos questions. Suivra ensuite une période de questions et commentaires des membres de la commission. Avant d'entamer la présentation, laissez-moi vous présenter la suite des grandes étapes de la consultation. Donc, la deuxième étape de cette consultation consiste à vous entendre, les Montréalaises et Montréalais. Vous pourrez faire part de votre point de vue à la commission lors des audiences publiques en présentiel et en virtuel les 8, 9 et 10 juin prochains. J'invite donc ceux et celles qui souhaitent s'exprimer en commission à s'inscrire au plus tard le vendredi 27 mai à 17h en remplissant le formulaire d'inscription disponible depuis le 4 mai sur le site des commissions à la page web créée à la consultation prébudgétaire 2023. Deuxièmement, vous pouvez également nous faire parvenir votre mémoire par courriel, par la poste ou en personne. Les mémoires et avis écrits doivent être transmis au plus tard le vendredi 10 juin 2022. Tous les détails précisant les modalités de participation sont disponibles sur la page web des commissions permanentes de la Ville. Après avoir reçu vos mémoires et commentaires, les commissaires se réuniront en séance de travail en vue d'élaborer les recommandations qui seront par la suite adoptées en séance publique virtuelle le mardi 5 juillet 2022 à 9h. Les recommandations seront ensuite déposées à la session du conseil municipal et au conseil d'agglomération du mois d'août. Il appartiendra à l'administration de donner suite aux recommandations. Permettez-moi à présent de vous présenter les membres de notre commission qui travailleront tout au long de cette consultation. Donc, nous avons comme membre avec nous, je crois que M. Bottachi est avec nous. Oui, il s'est joint. Bonjour, M. Bottachi, maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux. Merci Madame, oui, bonjour. Madame Lisa Christensen. Je vais vous laisser vous présenter. En fait, je m'excuse. Madame Christensen, je vous laisse la parole. Bon, je vais laisser la parole à M. Alex Bottachi. Je vais laisser lui la place avant. Il est à première. Je vais laisser la place. Alex Bottachi, maire de Dollard-des-Ormeaux et membre de la finance.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci. Désolé, M. Bottachi, pour ce cafouillage de ma part. Madame Christensen, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lisa Christensen, conseillère de la Ville pour le district La Pointe-aux-Prairies, à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et bonne commission à tout. Merci. Monsieur de Souza, la parole est à vous. Merci, Alan de Souza, maire de Saint-Laurent. Bonne soirée à tous et bonne écoute la présentation. Et merci d'avance pour vos interventions. Madame Goulet. Nathalie Goulet, bonsoir, conseillère d'Annecy, dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Alors, bonne séance à tout le monde. Monsieur Gratton. Bonsoir, Benoît Gratton, conseiller du district des marchés Crawford à Verdun. Merci. Monsieur Ouellette. Bonjour, Sylvain Ouellette, conseiller municipal district François-Perrault dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension. Madame Sigouin. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance de la Commission des finances. Merci d'être à l'écoute ce soir et à l'avance pour vos contributions. Merci. Et je tiens à excuser l'absence de M. Georges Bourrel, M. Laurent Desbois, Mme Virginie Journeau et Mme Vicky Grondin, qui ont tous soit des obligations professionnelles ou des enjeux des enjeux personnels à régler ce soir. Je dis ça. Mme Grondin est en congé maternité, là, c'est pas. Donc, voilà. Mais tous ces membres auraient bien aimé être avec nous ce soir. Et je tiens aussi à saluer et remercier la présence des représentantes et représentants du service des finances qui sont responsables de coordonner la préparation du document qui vous sera présenté dans quelques instants. Donc, nous avons M. Yves Courchaine, directeur des services des finances. M. Courchaine, je vous laisse la parole. Oui, bienvenue à tout le monde à cette présentation du document de la consultation prébudgétaire 2023. Je suis accompagné de Mme Francine Laverdière, directrice du budget et de la planification financière, et aussi de Mme Mme Catherine Rockinson et aussi M. Gildas Baguedi. La présentation, je crois que c'est Mme Rockinson qui va faire la présentation ce soir. Ben, merci beaucoup à vous quatre d'être avec nous. Je sais que vous avez travaillé fort pour cette présentation et c'est très apprécié. Donc, maintenant, mon petit mot d'introduction est terminé. On peut donc passer au deuxième point de l'ordre du jour, soit l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin de deux commissaires qui appuient l'ordre du jour, M. De Souza et Mme Christensen. Merci. Je propose. Merci. Merci, c'est apprécié. Troisième point à l'ordre du jour, c'est l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique de notre commission du 19 janvier 2022. Donc, j'aurais besoin de un appuyeur, un proposeur et un appuyeur, et tout le monde était présent, là, donc je vais prendre n'importe qui veut bien proposer appuyer. Madame Sigouin propose, et j'aurais besoin d'un appuyeur. Madame Goulet, merci beaucoup. On peut donc passer au quatrième point de la soirée, soit la présentation du document Perspectives budgétaires 2023 par le service des finances. Je vais laisser Monsieur Courchaine et toute son équipe faire cette présentation. Et je tiens à rappeler au public que après, il est possible d'écrire des questions en ligne sur notre site web, en fait, et après la présentation, il y aura une pause de 10 minutes. Donc, vous pouvez attendre la fin de la présentation et vous aurez donc 10 minutes pour nous envoyer vos questions. Donc, la commission sera en pause 10 minutes et à notre retour de la pause, on pourra donc lire les questions et commentaires du public. Madame Goulet, votre main est levée. Est-ce que c'est une vieille main, comme on appelle? D'accord. Merci beaucoup. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à l'équipe des finances. Monsieur Courchaine, Madame et toute votre équipe, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Mme Brock-Edison va faire la présentation. Merci. Je vais partager avec vous la présentation. Donc, est-ce que vous voyez bien l'image à l'écran? On voit bien, merci. Parfait. Donc, qu'est-ce que la consultation prébudgétaire? Donc, c'est un exercice de démocratie participative qui sert à vulgariser des concepts financiers et budgétaires. Comme il a été mentionné, ça permet d'échanger sur les orientations budgétaires afin de sensibiliser l'administration sur les préférences des Montréalaises et Montréalais. C'est un exercice annuel qui a débuté en 2019 et qu'on continue encore cette année. Et comme mentionné, pour y participer, les citoyens ou les organismes ou commerces peuvent déposer des mémoires, écrire des opinions et participer à des séances d'échange. À la fin de cette participation-là consultative, la Commission sur les finances et l'administration, la CFA, va déposer ses recommandations, son rapport de recommandation au Conseil municipal et d'agglomération du mois de août. Regardons maintenant le processus budgétaire et comment s'inscrit la consultation dans ce processus-là. Donc, le processus budgétaire commence en janvier avec la détermination des orientations et la confection des enveloppes budgétaires administratives. Au mois de juin, les enveloppes budgétaires sont envoyées aux unités, donc les services centraux et les arrondissements. Et ces services et arrondissements préparent leur budget au cours du mois de juin à août. La consultation qu'on débute ce soir s'insère dans ce processus-là et les opinions et les mémoires ainsi que les recommandations de la CFA vont servir en septembre et en octobre à l'étape de l'arbitrage final pour les budgets des services centraux et des arrondissements. Ces arbitrages-là vont permettre de finaliser le budget qui sera déposé au mois de novembre au comité exécutif. Et par la suite, la CFA va faire l'étude des budgets des services centraux en vue d'une adoption au mois de décembre au conseil municipal et conseil d'agglomération. Donc, l'objectif ce soir, c'est de faire la présentation sur le document perspective budgétaire qui est disponible en ligne. Et l'objectif du document, c'est de présenter de manière transparente les enjeux auxquels la Ville sera confrontée en 2023 et les années suivantes. Cette année, le processus de consultation pré-budgétaire s'inscrit dans le cadre du chantier sur la fiscalité lancé par l'administration, qui a pour but de trouver de nouvelles sources de revenus. Et donc, les trois sections du document sont le contexte budgétaire, le processus budgétaire et les thématiques de consultation pré-budgétaire en 2023. Donc, qu'est-ce que le budget de la Ville? Regardons ça maintenant. Le budget de la Ville comprend deux volets. Donc, il a le volet du Programme décennal d'immobilisation, ou PDI, qui regarde les investissements sur 10 ans. Ensuite, il y a le deuxième volet, qui est le budget de fonctionnement, qui regarde les investissements en cours d'année. Si on veut un exemple, les investissements en immobilisation, c'est l'achat d'une maison, tandis que les investissements en budget de fonctionnement, ça serait l'entretien du terrain, l'électricité ou le chauffage. Donc, continuons maintenant avec une petite préambule et regardons les grands principes québécois sur les sources de financement des municipalités. Selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les sources de financement des municipalités doivent avoir une autonomie financière. Donc, le financement des municipalités repose principalement sur des sources de revenus autonomes
et elles ont la latitude de déterminer l'utilisation de ces sources à l'intérieur des balises fixées par la loi. Les sources de financement des municipalités doivent aussi avoir une représentativité. Donc, ce qui veut dire par ça, c'est le pouvoir d'imposer des taxes est réservé aux instances élues directement par la population, en l'occurrence les municipalités locales. Les sources de financement des dépenses municipales doivent aussi adhérer à la neutralité. Donc, la fiscalité municipale doit avoir le moins d'effets possible sur les choix des agents économiques, donc les citoyens, les commerces, les organismes. Les sources de financement des dépenses municipales doivent aussi adhérer à la simplicité et la transparence. Donc, le système fiscal municipal doit être aussi simple à comprendre et appliquer que possible. Finalement, il y a le concept de l'équité. Donc, là-dessus, il y a l'équité horizontale et verticale. Dans le contexte horizontal, ce qu'on implique par ça, c'est les contribuables d'une même municipalité payent les mêmes montants des taxes lorsque leurs assiettes de taxation est la même. Par exemple, si on a une maison de 500 000 dans un arrondissement comme Outremont ou une maison de 500 000 dans un arrondissement comme à Verdun, le contribuable va payer le même taux. Également, chaque contribuable contribue au coût des services en fonction des bénéfices qu'il en reçoit dans la mesure du possible. L'autre concept d'équité, l'équité verticale, c'est un contexte de redistribution de la richesse. Mais selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ceci ne fait pas partie du mandat des municipalités. Donc, on laisse ça au palier supérieur avec, par exemple, l'impôt sur le revenu qui est progressif. Concrètement, pour les municipalités, ça veut dire que les sources de financement sont la taxe sur la valeur foncière, les transferts, la tarification, les compensations tenant lieu de taxes, les quotes-parts et les autres sources de revenus locales, comme par exemple la taxe pour le service 911, la tarification non fiscale, contribution de promoteurs immobiliers au coût d'infrastructure, etc. Pour Montréal, on voit que la principale source de revenus est la taxation. Cela inclut notamment la taxe foncière générale, imposée sur la valeur des immeubles résidentiels et non résidentiels, ainsi que certaines taxes dédiées à des fins spécifiques, comme par exemple la taxe relative à l'eau, à la RTM ou à la voirie. Sinon, lors de la confection du budget, il faut prendre aussi en compte le contexte économique. Aujourd'hui, on parle d'inflation beaucoup. Et cette inflation-là vient ajouter une certaine pression budgétaire. Pour les revenus, cependant, il est important de souligner que la nature de la taxe foncière en fait une source de revenus très stable. En effet, lorsque les valeurs immobilières augmentent, par exemple, la ville traditionnellement revoit son taux à la baisse. Pour les dépenses, on peut penser que certains éléments, comme par exemple la fragilisation de la chaîne d'approvisionnement, pourrait avoir un impact à court ou moyen terme. Mais de manière générale, les impacts de l'inflation sont tempérés par le fait que les contrats de la ville sont négociés sur plusieurs années. Donc, cette pression inflationniste est moins grande à court terme pour la ville qu'il ne l'est pour le citoyen. Donc, avec tous ces éléments en tête, comment est-ce que le budget est préparé et surtout, comment est-ce que la situation financière s'annonce au moment actuel? Regardons l'image ici. La ville prépare son cadre financier, son budget en 4 grandes étapes. Au début, on constate du côté des dépenses une croissance naturelle de certaines dépenses, par exemple dans l'indexation des salaires ou même la hausse du service de la dette. On constate aussi une croissance de revenus limitée à l'inflation des charges fiscales, donc on indexe la taxation. Et l'adéquation entre les deux révèle un défi moyen cumulé à cette première étape-là, défi initial, de 38,5 millions. Une fois qu'on constate ce chiffre-là, ensuite on passe à l'étape 2, où on ajoute du côté des dépenses, par exemple, certaines dépenses anticipées.
Et du côté des revenus, on rajoute, par exemple, la croissance immobilière, donc toutes les nouvelles constructions. Donc, la somme des deux, maintenant, fait l'adéquation que sur la moyenne de 3 ans, on voit un défi cumulé de 268,5 millions. La Ville doit déposer, selon la loi, un budget équilibré. Donc, elle tente de trouver des stratégies de réduction des dépenses et des stratégies d'augmentation de revenus. À chaque année, en trouvant ces stratégies-là, ça lui permet d'atteindre son objectif d'un budget équilibré. Au-delà de ces enjeux budgétaires, regardons la place qu'occupe Montréal dans l'économie québécoise. Selon Statistique Québec, Montréal contribue au PIB du Québec à la hauteur de 35,3 contre un poids démographique de 24,3 Montréal représente 53 de la population active du Québec et la région métropolitaine de Montréal attire chaque année de 80 à 90 des immigrants internationaux nets du Québec. Plus de 52 des revenus du gouvernement provincial, donc impôts sur les revenus des particuliers, taxes à la consommation, impôts de société, etc., proviennent de la région métropolitaine. Soulignons aussi que de nos jours, le rôle et le contexte d'une métropole comme Montréal a beaucoup changé. En effet, Montréal se voit agir sur des dossiers qui ont un impact bien plus grand que juste sur son territoire. Elle agit, par exemple, sur le transport collectif, l'habitation, l'itinérance, le développement économique, l'immigration, toutes des compétences partagées avec les paliers supérieurs gouvernementaux. Tous ces éléments font en sorte que le gouvernement provincial supporte Montréal via des transferts, dont l'entente cadre Réflexe Montréal. Toutefois, comme vous voyez au graphique, notons qu'au fil des années, la part relative des transferts n'a pas suivi la croissance des budgets de la Ville. Ce qui nous amène maintenant aux thématiques de la consultation prébudgétaire 2023. Le premier sujet est le financement des activités assumées par Montréal dans son rôle de métropole du Québec. Le prochain sujet est la diversification des sources de financement des activités de la Ville. Et finalement, le troisième sujet, c'est la revue des activités de base. Le premier sujet. Les compétences des municipalités québécoises sont stipulées dans la loi et comprennent, par exemple, les routes, les parcs, la voirie, l'eau, la gestion des matières résiduelles, la culture, les sports et la sécurité publique. Mais Montréal n'est pas comme les autres villes. Elle est le plus grand centre urbain du Québec et donc intervient dans plusieurs secteurs. Ainsi, bien que le projet de loi 122 reconnaît les municipalités comme un gouvernement de proximité, cette reconnaissance formelle ne s'accompagne pas du financement adéquat. À titre d'exemple, le transport collectif. Actuellement, le transport collectif représente 10 du budget de la Ville. Mais on le sait bien, les besoins sont grandissants. Par ailleurs, les décisions ont un impact sur la grande région métropolitaine et sont prises par plusieurs instances et pas seulement la Ville. On pense à la RTM, la STM et même le gouvernement du Québec. Au niveau de l'habitation, bien que la Ville soit aux premières loges des besoins et qu'elle agisse massivement, elle ne possède pas l'ensemble des leviers et des pouvoirs. Ces derniers se retrouvent au niveau provincial et fédéral. La Ville n'a pas les moyens ou les pouvoirs d'agir seule. Finalement, Montréal étant une métropole, la métropole du Québec, elle fait face à des particularités en termes de sécurité publique. On pense à certains éléments comme la forte densité de sa population, les grandes inégalités socio-économiques, la diversité des besoins, la forte concentration d'activités illégales et sa connexion avec le reste du monde.
font en sorte que Montréal a besoin d'un niveau 5 de services policiers, niveau élevé. À ces exemples, on ajoute aussi les fonctions que prend la Ville afin de supporter le développement économique et de faire face à l'urgence climatique. Ainsi, la Ville agit par nécessité dans plusieurs champs de compétences partagées ou même qui relèvent des paliers de gouvernance supérieure, sans toutefois avoir accès à l'ensemble des fonds requis. Donc, les axes de réflexion pour le financement des activités assumées par Montréal dans son rôle de métropole du Québec sont: quelles activités de la métropole devraient être financées davantage par les autres paliers du gouvernement? En matière d'habitation, quel rôle devraient jouer les différents paliers de gouvernement pour maintenir la mixité sociale de la métropole? Finalement, comment répondre aux besoins des différentes clientèles? Donc, ménages précaires, jeunes familles, personnes en situation d'itinérance, personnes âgées, étudiantes, étudiants, etc. Ce qui nous amène à la prochaine thématique. Donc, les municipalités peuvent financer leurs dépenses par des taxes foncières et diverses tarifications, donc des droits d'accès à des installations, tarification de l'eau, des déchets, ou même des licences pour animaux, droits de mutation, etc. Lorsqu'on cherche de nouvelles sources de revenus, les principes de base des finances publiques nous incitent à privilégier des sources de revenus qui présentent les caractéristiques suivantes. Donc, des faibles coûts administratifs, des possibilités d'introduire de faibles taux ou sur des assiettes de taxation larges pour limiter les comportements d'évitement ou autres effets indésirables, c'est-à-dire impact sur les choix de consommation des individus, ou encore la caractéristique d'un potentiel de revenu stable dans le temps avec une bonne prévisibilité. Ainsi, dans la réflexion sur de nouvelles sources de revenus, les questions à aborder doivent prendre en compte l'incidence. Qui subit la taxe et comment? L'efficience. Quelle part des revenus générés sert à payer les coûts engendrés? L'efficacité. Quels sont les effets sur les comportements désirables et indésirables? L'autonomie. La Ville a-t-elle le pouvoir et les moyens de mettre en place la taxe? La rapidité d'implantation. La mesure peut-elle rapidement être mise en place? Le profil de revenus, croissance, stabilité ou décroissance. L'économie, quels sont les effets sur l'activité économique? Et finalement, l'environnement. Quels sont les effets sur l'environnement? Dans ce cadre, les mesures écofiscales sont une avenue avec beaucoup de potentiel. Spécifiquement, l'écofiscalité permet d'encourager des activités économiques et des comportements plus durables tout en générant des économies. Donc, on peut penser à des augmentations de recettes. On peut penser aussi que ça diminue les îlots de chaleur, de la pollution et des déplacements en automobile. L'écofiscalité incite à l'innovation en offrant plus de flexibilité aux individus pour trouver des moyens novateurs et peu coûteux de modifier leur comportement, pour trouver des substituts moins nuisibles à l'environnement. En contrepartie, l'écofiscalité peut entraîner des coûts de mise en œuvre et d'opération significatifs. Les mesures écofiscales font souvent face à des enjeux d'acceptabilité sociale et politique, ce qui limite leur recours. Et l'écofiscalité peut avoir des effets régressifs, c'est-à-dire qu'elle peut toucher davantage les personnes à faible revenu. Si on regarde plus généralement la tarification des municipalités, la proportion des revenus des municipalités canadiennes provenant de la tarification a presque doublé de 1998 à 2016, passant de 22% à 37% des recettes autonomes. En 2016, le Québec dans son ensemble arrive toutefois au dernier rang parmi les provinces. Pour l'écofiscalité spécifiquement,
Par rapport au PIB, la part de prélèvements écofiscaux utilisés au Québec est de 1,6 %, ce qui se situe sous la moyenne de l'OCDE, qui, elle, est à 2,1 %. À Montréal, les prélèvements écofiscaux représentent 1,2 % du budget de fonctionnement en 2021. Ainsi, la tarification et spécifiquement l'écofiscalité sont comparativement peu utilisées et sont donc une avenue à explorer avec un fort potentiel. Sur quoi donc applique actuellement la Ville des mesures écofiscales? La Ville facture actuellement les parcs de stationnement du centre-ville, les grands consommateurs d'eau et les gros pollueurs pour les eaux usées, et impose un droit sur l'immatriculation des véhicules de promenade immatriculés sur le territoire de l'agglomération de Montréal. À partir de 2023, 2 nouvelles mesures vont être mises en place. D'une part, la Ville va mettre en place une harmonisation de la fiscalité de l'eau qui implique une tarification volumétrique pour la consommation d'eau des immeubles non résidentiels. Et précisons que cette harmonisation n'aura pas pour effet d'aller chercher plus de revenus pour la Ville, même si certains verront leur compte de taxes modifié. D'autre part, la Ville étudie l'agrandissement du territoire d'application de la taxe sur les parcs de stationnement. Sinon, la Ville pourrait envisager l'application de taxes ou de tarifs qui encouragent la modification de certains comportements. La taxe sur les locaux accueillant des appareils de loterie vidéo ou une taxe sur les boissons sucrées seraient des exemples. La Ville pourrait aussi envisager de cibler davantage des mesures en lien avec l'utilisation de l'habitation. Donc, elle pourrait penser à imposer une taxe sur l'achat de propriété par des non-résidents canadiens en serait un exemple. Ce pouvoir qui n'est pas encore conféré à la Ville par le gouvernement du Québec est déjà utilisé dans plusieurs grandes villes comme Toronto et Vancouver. La mise en œuvre de ces mesures et de mesures similaires à ces exemples nécessiterait forcément des analyses approfondies. Elle aurait toutefois l'avantage d'être imposée sur des activités ou des comportements ayant un impact négatif sur la collectivité et pour laquelle la Ville pourrait raisonnablement envisager d'agir à court ou à moyen terme. Donc, les axes de réflexion sur le sujet de la diversification des sources de revenus de financement des activités de la Ville sont, dans le contexte des besoins financiers grandissants de la Ville, la Ville aimerait vous entendre sur vos préférences entre une croissance de revenus basée sur la valeur foncière ou sur d'autres types de tarification. Quel devrait être le rôle des municipalités dans la progressivité des sources de financement? Par exemple, la Ville devrait-elle aller chercher de nouveaux pouvoirs pour obtenir la possibilité d'introduire de la progressivité dans les taxes foncières? L'urgence climatique nécessitera des investissements importants pour adapter nos infrastructures et services municipaux. La Ville aimerait vous entendre sur les manières de financer davantage ces investissements, spécifiquement par des mécanismes de paiement qui seraient socialement acceptables. La Ville aimerait vous entendre sur quels éléments pourraient faire l'objet de mesures écofiscales. Par exemple, serait-il opportun d'augmenter la tarification de l'eau du secteur non résidentiel pour accélérer la réhabilitation des infrastructures de l'eau? Et finalement, la Ville aimerait vous entendre sur l'opportunité de mettre en place des redevances de type éco-frais sur des produits de consommation à usage unique ou des consignes sur, par exemple, les emballages, les électroménagers et les appareils électroniques. Ce qui nous amène maintenant à la troisième thématique, la dernière, la revue des activités de base. Comme présenté, la Ville doit faire face à un défi budgétaire récurrent dans la mesure où ses dépenses croissent plus vite que ses revenus. Chaque année, la Ville se livre donc à un exercice d'équilibre budgétaire. Cela se fait par deux moyens: l'augmentation des revenus
et la réduction des dépenses. Dans la mesure où une réduction des dépenses serait préférable à une augmentation des taxes, deux moyens se montrent. S'offrent à la Ville, pardon. Il y a l'optimisation des services et la revue des services offerts. En ce qui a trait à l'optimisation des services, la Ville s'est engagée ces dernières années à des exercices qui avaient pour but de réduire les dépenses tout en maintenant les services à la population. Or, la nature même de l'exercice fait en sorte que plus un poste de dépense est optimisé chaque année, plus les économies générées par un exercice subséquent risquent d'être moindres. La question doit alors nécessairement se tourner vers une priorisation des services. Actuellement, les dépenses de la Ville sont réparties de la façon suivante. Pour chaque dollar dépensé, les plus gros postes sont donc la sécurité publique, le service de la dette, l'administration générale, loisirs et culture et transport en commun. Les axes de réflexion pour la thématique « La revue des activités de base » sont: la Ville souhaite vous entendre sur les activités prioritaires et le niveau de service à maintenir, ainsi que sur les activités et le niveau de service qu'elle devrait envisager modifier. La Ville aimerait vous entendre sur les types de services qu'elle offre actuellement. Est-ce qu'il y a des services qui devraient revenir aux paliers supérieurs gouvernementaux ou même laissés à des organismes ou à des entreprises privées? Ceci conclut donc la présentation du document de consultation, document qui est, comme nous avons mentionné, disponible en ligne. Merci. Merci beaucoup, Madame Rockmanson. C'est extrêmement précis pour votre présentation. Nous allons enfin pouvoir commencer la période de questions et commentaires du public. Pour rappel, un formulaire en ligne était disponible jusqu'à la fin de la pause qui a suivi la présentation du document de consultation pour permettre aux citoyennes et citoyens de transmettre leurs questions et commentaires à la commission. Nous avons reçu aux dernières nouvelles 2 questions et commentaires que je vais maintenant lire et auxquels nous demanderons aux représentants de la Ville de répondre. En fait, ce sont 2 interventions de M. Pierre Pagé, représentant l'organisme Montréal pour tous. Donc, je vais lire les 2 interventions et je laisserai le service des finances répondre. Donc, sur le sujet des nouveaux revenus et taux variés. Bonsoir, merci de votre travail. Est-ce que le Conseil municipal a besoin d'une autorisation de Québec pour définir des taux variés selon les valeurs résidentielles, comme il l'a fait pour le secteur non résidentiel? Aussi, peut-il de lui-même imposer davantage les propriétaires étrangers non résidents ainsi que les flippeurs? Notez que je ne pourrai participer en personne cette année aux travaux de la CFA. Deuxième commentaire de M. Pierre Pagé sur le sujet du rôle de perception. Existe-t-il un rôle de perception ou liste des payeurs de taxes fournissant le nombre et le nom des entreprises propriétaires d'un grand nombre d'immeubles résidentiels et ce, par catégorie, résiduel, 6 logements et plus, etc. Si oui, où peut-on l'obtenir ou le consulter, s'il vous plaît? Donc, voilà les questions du public et nous allons donc laisser la parole à M. Bagadi du service des finances. Alors, pour ce qui est de la première question de M. Pagé, à savoir, est-ce que la Ville a les pouvoirs d'imposer des taux variés aux résidentiels? Comme on le fait actuellement dans le non-résidentiel, la réponse est non. La Ville n'a pas ce pouvoir-là, il faudrait procéder à des modifications législatives. De la même façon, la Ville n'a pas le pouvoir d'imposer une fiscalité particulière pour des propriétaires étrangers sur son territoire. Il faudrait encore là avoir recours à une modification législative à ce niveau-là.
Concernant la deuxième question, non plus. Il n'existe pas de répertoire ou de registre qui recense ce type d'immeuble à la ville. Merci beaucoup, M. Gbagadi, pour vos réponses. Cela termine donc la période de questions du public. On peut donc entamer la période de questions et commentaires des commissaires. La parole à M. Sylvain Ouellette. Monsieur le Président, est-ce que vous voulez d'abord commencer par les vice-présidents? Ou... Nos deux vice-présidents ne sont pas présents à la commission ce soir. Merci de le mettre en lumière, M. Ouellette. Désolé, ce n'était pas mon objectif. Oui, premièrement, j'ai quelques petits points pour vous. Juste sur la dernière réponse de M. Bagadi au niveau du rôle foncier sur les propriétaires. En fait, si on va un par un sur le rôle foncier, on a le nom des propriétaires, mais il y a pas, c'est pas publié globalement en données ouvertes le nom des propriétaires, parce qu'on n'a pas le droit, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Parce que, OK, c'est ça. Donc, l'information existe, c'est juste qu'on peut pas la rendre compilée publiquement. Exactement. D'accord. Parfait. Au niveau de la page 6, on voyait là, les différents points. Vous avez parlé de deux types d'équité, équité horizontale et équité verticale, mais il manque une équité selon moi. C'est aussi tout ce qui est équité intergénérationnelle. Et à mon point de vue, c'est vraiment le plus important avec les défis qui s'en viennent au niveau de la Ville de Montréal, que ce soit au niveau de l'endettement, des déficits d'actifs, ou encore l'adaptation au changement climatique. Donc, je me demandais là, pourquoi, en fait, si on pouvait peut-être le rajouter, parce que ça a évidemment énormément d'impact au niveau fiscal, qu'on prenne en compte ou pas l'équité intergénérationnelle. Vous avez tout à fait raison, M. Ouellette. L'équité intergénérationnelle est un concept, je dirais, très important et dans la réalité de nos jours, ça prend toute sa place. Sauf que la diapositive que nous présentons ici dans le cadre de ce processus, c'est de rappeler les règles sur lesquelles se base la fiscalité dans le monde municipal. Et déjà, les municipalités, d'un point de vue légal, sont une création du gouvernement provincial. Donc, on est obligé de suivre l'encadrement législatif que le gouvernement nous offre. Donc, cette notion d'équité intergénérationnelle ne rentre pas dans la définition de la fiscalité. Ceci n'empêche pas un conseil municipal de prendre telle ou telle mesure ou de gérer la municipalité de telle ou telle manière pour pouvoir traduire cette notion d'équité intergénérationnelle. Mais en termes de fiscalité en soi, ce n'est pas une définition qui rentre dans la définition de la fiscalité telle que la loi sur la fiscalité municipale le définit. Donc une autre chose qu'on pourrait demander, les changements législatifs. Parfait. Je ne sais pas si on peut peut-être remettre dans la présentation le graphique de la page 31. Donc, on voit là, c'est le graphique au niveau de la répartition en fonction des différentes catégories. Mais il y a deux grosses parties de la pointe de tarte. Évidemment, le paiement au comptant, 6 6 sous par dollar. Il y a le service de la dette, 17 sous. J'essaie de voir, est-ce qu'il y aurait une façon d'associer ces deux éléments-là puis les réintégrer dans les autres catégories qui sont plus connues de la part du grand public? Parce que, par exemple, si on prend au niveau de la sécurité publique, à part peut-être les casernes, certains équipements, certains véhicules, ils n'ont pas beaucoup d'actifs. Alors que, on le sait, là, le plus gros actif à la ville, c'est tout ce qui est relié à l'eau. On en a pour 30 milliards. Donc je me demandais là, si, parce que là, si on regarde à l'eau, c'est un tout petit montant de dépenses par chaque dollar.
je me demandais justement si ces deux éléments-là qui apparaissent plus, qui sont beaucoup plus évidents dans le budget d'infrastructure, si on ne pourrait pas les redistribuer pour avoir une meilleure réalité de chacun des postes budgétaires. Vous allez me trouver un peu plate avec mes réponses. La première des choses, Monsieur Ouellet, c'est que cette catégorisation-là est une catégorisation administrative définie également par le gouvernement du Québec. Alors, on y revient toujours. C'est pour ça que je dis, vous me trouverez plate dans mes réponses. Bon. Ensuite, ici, quand vous parlez que l'actif de la ville, le plus gros actif, ce sont les infrastructures de l'eau, vous avez tout à fait raison, mais ceci n'est pas reflété dans ce graphique-là, parce que les actifs font partie du budget d'investissement du PDI. Alors qu'ici, c'est le budget de fonctionnement. Donc, combien est dépensé selon cette catégorisation-là? Et si je vous prends, par exemple, un des postes administration générale, qui paraît être un des plus gros, mais tout ce qui est administratif au service de l'eau se retrouve là-dedans. Par exemple, parce que c'est de l'administratif. Donc, tout comme tout ce qui est administratif dans n'importe quel service ou direction de la ville se retrouve là-dedans. Donc, c'est une catégorisation qui n'est pas vraiment en lien avec les actifs de la ville. Parfait. Merci. Je vais essayer, je pense, mes collègues, mais j'aurai d'autres questions peut-être plus tard. Merci, M. Ouellet. On va faire un premier tour de table, puis on verra si on est du temps pour un deuxième. Mais merci de votre enthousiasme pour la question. Donc, maintenant, Madame Anne-Marie Sigouin, la parole est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à tous pour la présentation ce soir. J'aimerais vous ramener à la page 8 de la présentation où il est question d'une part quand même substantielle là, des revenus de la ville qui proviennent de services rendus et autres revenus. Ça me semble vague comme description, alors je voudrais en savoir un peu plus, puis je présume que pour les gens à l'écoute aussi, ça peut également être utile. Je vais y aller également. OK. Oui. Donc, cette catégorisation-là, on a là-dedans, mettons par exemple, lorsque le service de police facture des activités de commercialisation, donc des surveillances de chantier ou des surveillances d'événements privés, et ainsi de suite, ça rentre là-dedans, donc dans cette catégorie de services rendus. On a là-dedans des interventions que la ville peut faire à divers égards à des organismes gouvernementaux ou non, ou privés, pour lesquels la ville facture. Et donc, même quand il s'agit des gouvernements, ce n'est pas dans le cadre des transferts. Et donc, on reçoit le remboursement de nos activités. Donc, c'est à peu près ça qui rentre là-dedans. Donc, il y a une panoplie de cas de figure, mais grosso modo, ce sont ces grandes catégories de dépenses qu'on retrouve dans services rendus. D'accord. Et d'année en année, grosso modo, ça reflète à peu près 1/5 de la part des... À peu près. D'accord, merci. Merci. Maintenant, la parole à Madame Goulet. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, puis merci à toute l'équipe des finances là, pour cette soirée d'information. Écoutez, on voit bien là, à l'issue de la présentation de tout à l'heure que Montréal exerce de plus en plus des fonctions qui dépassent les compétences classiques de ce qu'on entend d'une ville, comme la voirie, la gestion des matières résiduelles, la sécurité publique là, au sens strict de la police ou de la sécurité incendie. De plus en plus, Montréal a des réalités sociales spécifiques, comme l'accueil des nouveaux arrivants, vous l'avez dit, les enjeux sociaux complexes, de plus en plus complexes, comme l'itinérance, la cohabitation dans l'espace public, le soutien aux personnes marginalisées,
toutes ces réalités-là qui demandent une approche spécifiquement montréalaise. Puis on a très peu de moyens actuellement pour s'occuper de ces enjeux-là correctement. Je rappelle, par exemple, que l'enveloppe dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale que l'on signe avec Québec, elle n'est que de 10 millions de dollars par année pour l'ensemble de la ville, pour l'ensemble de ces réalités-là. Alors, ma question, c'est est-ce que d'autres villes au Québec exercent ces mêmes fonctions-là? Au Canada aussi, si vous avez l'information. Puis est-ce que la fiscalité municipale québécoise est comparable sur cet aspect-là à d'autres villes canadiennes? Merci beaucoup. Dans la question de comparabilité, oui, au niveau du Canada, Montréal n'est pas la seule métropole. Il y a plusieurs autres villes dans d'autres provinces qui sont les métropoles de cette province-là. On peut penser à Toronto, à Vancouver, par exemple, qui sont des métropoles. Maintenant, la structure fiscale diffère d'une province à l'autre. Donc, on ne peut pas véritablement les comparer et comparer, comment je vais dire, l'aide gouvernementale que chaque province reçoit de son gouvernement supérieur, que chaque municipalité métropole reçoit de son gouvernement supérieur, parce que la structure fiscale au niveau des municipalités et même des fois au niveau des provinces n'est pas la même d'une province à l'autre. C'est bon, Madame Goulet? Oui, merci. Merci. Monsieur Gratton, et je me prends un tour de parole ensuite. Monsieur Gratton. Oui, merci, Monsieur le Président. À la page 23 de la présentation, on constate que la proportion des revenus qui proviennent de la tarification est d'environ 37 % dans les municipalités canadiennes, alors qu'à Montréal, c'est plutôt 20 %. Alors, qu'est-ce qui explique la différence? Est-ce que ce sont les tarifs qui sont généralement plus bas à Montréal qu'ailleurs au Canada, ou il y a juste plus d'items, plus de services qui font l'objet d'une tarification à l'extérieur du Québec? Je dirais plus, et sur ce bout-là, je laisserai Catherine compléter également, mais je dirais plus, il y a toute une dimension de culture entre les provinces anglophones et le Québec dans la pratique historique de la tarification. Donc, ce n'est pas un problème montréalais, c'est une situation québécoise où on a moins tendance à tarifer les services, alors que dans les autres provinces canadiennes, on a plus tendance à tarifer les services. Oui, tout à fait, Gildas. En fait, c'est cet aspect-là d'utilisateur-payeur est beaucoup plus utilisé en Ontario, par exemple, ou même en Colombie-Britannique que peut-être ici. Et comme Gildas dit, c'est pas nécessairement juste Montréal, c'est pas une situation montréalaise. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je m'étais pris un tour de parole et ensuite, ce sera à M. de Souza et Mme Christensen. En fait, j'aimerais peut-être faire une petite relance, M. Bagadi, sur en fait vos deux dernières réponses, en fait, un mix de l'intervention de Mme Goulet et de M. Gratton. Est-ce que vous avez au service des finances des comparables, d'autres sources de revenus ou d'autres responsabilités de métropoles canadiennes qui pourraient peut-être nous inspirer tout au long de ces démarches? On peut faire la recherche pour répondre de façon plus précise à votre demande, pour voir si on peut trouver des comparables. Mais, comme je disais, c'est difficile de vraiment trouver de bons comparables parce que les structures fiscales ne sont pas les mêmes, les responsabilités ne sont pas les mêmes.
Donc, si c'est, puis je ne veux pas vous lancer dans un grand travail de recherche et tout ça, là, nécessairement, qui pourrait être éprouvant, puis je sais que vous avez beaucoup de travail, mais c'est certain que si vous avez des inspirations qui nous permettraient de penser un peu à l'extérieur de la boîte, je pense que ce serait apprécié. Et même si c'est un contexte législatif différent des provinces, moi, je pense qu'en tant que commissaire qui doit réfléchir aux questions que vous nous posez ce soir avec votre document, savoir que Toronto, Calgary, Vancouver ont tel pouvoir, tel type de culture dans leur type de taxation qui diffère de la nôtre, des pouvoirs sur les compétences que vous avez nommées. On a parlé du service de police, on a parlé de l'habitation, on a parlé de l'itinérance. Donc, ces grands thèmes-là que nous portons à la ville, mais où est-ce que nous manquons souvent de moyens, je pense que nous, on serait preneurs. Donc, si vous avez simplement des pistes de réflexion, on serait assurément preneurs, même si le contexte législatif est très divers, en fait. Donc, on jette les bases d'une grande réflexion avec cette consultation prébudgétaire. Donc, n'ayons pas peur là, d'envisager d'autres contextes législatifs pour nos métropoles. Donc, on est ouvert à toute proposition de votre part, M. Bagadi. Merci. C'est noté, monsieur. Donc, maintenant, la parole à M. De Souza et Mme Christensen ensuite. M. De Souza. Merci, M. le Président. Merci au service d'avoir fait la présentation. J'ai 2 points. La première, Monsieur le Président, vous vous souvenez, dans la dernière occasion, on a eu l'occasion d'aborder la question du tarification et donc dans le contexte de l'écofiscalité. Et à l'époque, j'avais soulevé le besoin et mon collègue Sylvain Ouellette m'a aussi m'appuyé dans le sens que je trouve que si effectivement la Ville va considérer pour la prochaine 2 mesures d'écofiscalité, on aura besoin ici à la Commission, le cadre légal, soit dans le contexte de loi Cité-Ville, et deuxièmement aussi des exemples, parce qu'on ne peut pas charger plus que nos coûts, et donc je pense qu'il n'y a pas uniquement la question de coûts, mais juste voir quel est le cadre légal qui va gouverner l'application des tarifs d'écofiscalité. On a eu cette discussion, je m'en souviens, je pense que probablement en janvier, mais dans le contexte de notre travail maintenant, ça pourrait être pertinent d'avoir ça. Et ça se peut que cette information existe déjà, mais ça pourrait être utile pour nous ultimement dans notre réflexion pour quel genre de recommandations on vise faire au comité exécutif. Le deuxième point, Monsieur le Président, on avait abordé la question dans le contexte de l'inflation qui est actuellement à 6%, et tout laisse à croire que ça ne descendra pas d'ici à la fin de l'année. Et en conséquence, nous en avons des références, et je remercie Mme Rock-Hansen d'avoir pris l'opportunité d'insérer des références et les risques que ça nous engendre. Mais l'autre volet qui a été soulevé par mes collègues, je pense que c'était M. Desbois et même quelqu'un d'autre, et même vous-même peut-être, M. le Président, où on avait parlé de l'opportunité d'avoir des scénarios. Moi, j'avais ouvert la porte parlant d'avoir des chiffres à l'appui. Je trouvais qu'il manquait des scénarios qui nous permettraient de modéliser des options qu'on peut avoir. Et suite à cette intervention que j'avais faite, M. Desbois, et appuyé par vous-même, avait soulevé que oui, sans nécessairement rentrer dans beaucoup de détails techniques, ça nous permettrait d'avoir 2 ou 3 scénarios qu'on peut mettre à la disposition de la population
pour voir que selon certaines hypothèses, prenez les hypothèses que vous voulez, ça peut être des hypothèses d'inflation ou d'autres, mais quels pourraient être les scénarios qu'on peut envisager. Et je réitère, dans l'absence de M. Desbois, que ce genre de scénario pourrait être utile, non seulement pour nous, mais pour les citoyens de porter jugement dans les commentaires qu'ils peuvent faire à notre égard. Merci, M. le Président. Merci. Est-ce qu'il y a une réaction de la part des services? Non. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Mme Christensen. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la page 11, nous voyons que la contribution de Montréal à l'économie du Québec est très supérieure à son poids démographique. Est-ce que Montréal reçoit sa juste part du gouvernement du Québec en retour? Oui, Mme Rockenson. Mon intervention, c'est simplement pour dire la juste part, c'est un terme qui est quand même à interprétation. Donc, je ne vais pas passer du jugement sur qu'est-ce qui est considéré sa juste part, mais on souhaitait mettre en évidence ces chiffres-là. OK. Merci. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Monsieur Ouellet, tantôt, vous étiez dans l'enthousiasme. Est-ce que vous voulez y aller avec une dernière intervention? Je suis toujours dans l'enthousiasme, M. le Président, quand on parle de fiscalité. Oui, tout à fait. On a voté il y a quelques mois, je pense, début de l'année ou fin de l'année passée, un contrat pour un nouveau logiciel là, au niveau là, justement là, du rôle d'évaluation foncière. Je pense que ça ne sera pas mis en ligne avant au moins 2-3 ans. Quand vous parlez, par exemple, là, d'utiliser les tarifications ou d'utiliser d'autres méthodes que la taxe foncière qu'on a. Aussi, mettons, on veut moduler la taxe foncière par rapport à des caractéristiques des bâtiments, par exemple. À quel point on peut le faire avec le système actuel où on est un peu condamné à attendre la mise en ligne de ce logiciel-là qui va arriver, je ne sais pas exactement quand. La question, monsieur. Pour répondre à M. Ouellet, c'est sûr que votre expression coordonnée, elle est là. Hein? On sait que c'est un logiciel qui date depuis 30 ans, qui a été fait en COBOL. C'est des systèmes qui étaient peu paramétrisés, que les changements se font toujours par intervention là, humaine, qu'on pourrait dire là-dessus. C'est évident là, qu'avec le nouveau logiciel de taxation et évaluation foncière, qu'on fait travailler ensemble parce que c'est l'intrant qui s'envoie là-dessus, ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de flexibilité où qu'on pourrait travailler avec des paramètres, des choses comme ça. Mais à l'heure actuelle, là, les paramètres qu'on change, c'est soit les taux de tarifs, les taux de taxes, ces choses-là, les choses de base. Là. Puis on tente de faire le moins de changements possible, s'assurer qu'on puisse envoyer un compte de taxe à chaque début d'année. Donc, essentiellement, je veux dire, même si, par exemple, à la fin de nos démarches, on dit oui, il faudrait, évidemment, aller chercher plus d'argent à Québec, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Les effets métropole, on a juste à passer niveau 5 SPVM qui n'est pas compensé, ou l'autobus scolaire, transport scolaire pour la STM. Bon, il y a des revendications historiques là, qui ont tout à fait été acceptées au niveau de la métropole. Mais au-delà de ça, si jamais on veut, mettons, varier certaines choses, ou on arrive à la conclusion qu'on aimerait justement moduler certaines choses, réalistement, on ne peut pas vraiment le faire d'ici quelques années, ou en tout cas tant que le nouveau logiciel est mis en ligne. Oui, c'est ça. Ou qu'on travaille présentement, ou que c'est déjà prévu, c'est l'élargissement de la taxe sur stationnement, parce que c'est un modèle qui existait déjà au centre-ville, qu'on a pu... Là, on est en train de prendre l'inventaire pour avoir les données là, cet automne, pour être en mesure là, de mettre ça sur pied. Parce que c'est un modèle qui existait, puis il avait été prévu de l'espace là, pour être capable d'en faire un petit peu plus large là-dessus.
Mais ce n'est pas une chose nouvelle, c'est juste l'extension, l'élargissement de ce qu'on fait là, présentement au centre-ville. Donc, par exemple, mettons, je ne sais pas, mettons la taxe sur la voirie. Si, mettons, on veut moduler la taxe sur la voirie, on peut modifier le taux, mais on ne pourrait pas moduler de la façon qu'elle est calculée. Dans le fond, ça serait uniquement basé sur la valeur des bâtiments qu'on a. En fonction du rôle, en fonction des taux qu'on peut intégrer là, dedans. Voilà. Parfait. J'aimerais vous dire on va attendre la mise à jour du logiciel. C'est vers quelle année? Ben, c'est déjà bien. Hein? On a réussi un appel d'offres à avoir un fournisseur majeur là, qui va travailler avec nous. Puis là, on va commencer à travailler avec eux là, dans les prochaines semaines. Il s'agit là, de mettre les équipes en place, puis aussi être capable de conserver nos gens au TI aussi. Là, c'est un autre défi qu'on a, nos gens TI, là, que c'est difficile là, parfois. Là. Mais c'est une bonne nouvelle, là. Ça se pointe. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière intervention des commissaires? Non. Donc, la période de questions et commentaires des commissaires est donc terminée. Si on suit rigoureusement notre ordre du jour, il y a au point 5 le point divers. Y a-t-il des interventions sur le point divers? Non. Donc, nous avons maintenant épuisé notre ordre du jour. Mais avant de lever la séance, je tiens à remercier les membres de la commission pour vos interventions et votre présence, les représentants du service des finances et toutes les personnes qui ont pris le temps de nous suivre en web diffusion et particulièrement M. Pagé qui a intervenu dans le public ce soir à la commission. Merci M. Pagé d'être avec nous. Donc, je vous rappelle que le document de consultation qui vous a été présenté ce soir est disponible en ligne sur la page consacrée aux commissions permanentes. Également, vous avez jusqu'au vendredi 27 mai à 17h pour vous inscrire si vous souhaitez prendre la parole à l'une des séances publiques d'audition des consultations, que ce soit en virtuel ou en personne. Si vous souhaitez simplement soumettre un avis écrit, un mémoire, quoi que ce soit, ça peut être souvent très court, ça peut être moins qu'une page. La date limite pour nous transmettre votre avis écrit est le vendredi 10 juin. Toutes les informations sont disponibles sur la page web dédiée à la consultation. Donc, ce sera un grand plaisir de vous lire et de vous entendre. Je remercie tout le monde d'avoir été des nôtres ce soir et je vous souhaite une excellente soirée. Cela dit, je déclare la séance levée. Merci beaucoup.